Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagés en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial pour un épisode tout aussi original puisqu'il s'agit du premier épisode dans lequel j'interviewe un homme entrepreneur. Donc j'ai décidé que nous allions rebaptiser le podcast Flamboyant et Entrepreneur exceptionnellement pour l'occasion. J'écoute Johan et sa femme Anna depuis plusieurs années parler depuis leur podcast, La Voix du couple, de leur chemin de vie à deux, et j'ai vu Johan, réalisateur musical de son premier métier, s'orienter vers sa vocation de cœur et devenir thérapeute gestalt. Non seulement j'aime beaucoup l'énergie douce et pourtant franche de Johan, mais j'apprécie aussi sa capacité à entreprendre avec humilité tel qu'il est. Il y a tellement de résonance de valeurs et d'engagement entre nous, malgré qu'on ne soit pas tout à fait de la même génération, qu'on a failli faire l'épisode sans vous lors de notre rendez-vous de préparation. Je suis très heureuse d'accueillir Johan au micro de Flamboyante. Alors c'est Johan Guez qui va, j'en suis certaine, vous surprendre en partageant sa façon singulière de voir l'entrepreneuriat et également vous nourrir en transmettant ses essentiels que sont le lien aux autres, le vivant et l'organique tout simplement. Je tiens à ajouter que ton invitation sur le podcast, Johan, n'a rien d'un hasard. Les valeurs avec lesquelles tu entreprends me parlent et résonnent avec la façon dont je conçois l'entrepreneuriat. Ce podcast met en lumière les valeurs du féminin comme la relation, le lien, la réceptivité, la capacité à être transformé par l'autre et par le vivant. Et tu me sembles être l'interlocuteur parfait pour en parler avec justesse. Alors, bienvenue Johan. Pour commencer, est-ce que tu peux nous partager ton humeur du jour ? Eh bien, merci beaucoup pour cette très belle introduction, Sabine. Ça me touche que tu parles de moi et de nous et de notre podcast avec ces termes-là. Donc, merci beaucoup. Je suis très heureux de partager ce moment avec toi aujourd'hui. Alors, l'humeur du moment, elle est plutôt bonne. Peut-être aussi parce qu'il fait beau en ce moment. On a un retour de printemps un peu anticipé, donc je pense que ça contribue. Puis je me suis remis à la méditation ces derniers temps et je sens que ça a un petit effet sur ma capacité à être présent et voilà, donc je me sens plutôt présent et heureux de partager ce moment. Voilà, donc là, la petite météo intérieure. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites ? Ouais, bien sûr. Alors donc je m'appelle Johan, j'ai 32 ans et je suis thérapeute relationnel en Gestalt. Je suis également réalisateur musical. C'est-à-dire que voilà, je fais de la musique à l'image pour les professionnels de l'audiovisuel. J'ai aussi une casquette de coach Instagram parce que je me suis fait connaître, comme tu le disais, grâce à mon podcast avec mon épouse Anna sur le couple. Et donc j'ai aussi une casquette de coach Instagram. Donc j'aide les gens en fait à développer leur audience sur Instagram et à trouver leur public de cette manière-là et aussi potentiellement de futurs clients, de futurs patients. Voilà, donc ça c'est pour toutes mes facettes, on va dire. Et sinon, je suis quelqu'un, je pense, de curieux et
et d'intéressé par des sujets comme la psychologie, la philosophie, euh, l'art. Voilà, voilà. Je pense que c'est pour ça brosse un petit portrait déjà. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'entreprendre t'a appris à aujourd'hui? Euh, Ce qu'entreprendre m'a appris, euh, je pense que vraiment, maintenant je le vois comme ça, entreprendre, c'est peut-être le meilleur moyen pour l'instant dans ma vie pour partir à la découverte de moi-même. Hmm. Parce que c'est dur en fait. Et Ok. comme c'est dur et que ça nous met face à nous-mêmes, je pense, mais ça se fait pas toujours dans la joie, hein. Même au contraire, hein, c'est plutôt par un travail du négatif que ça se joue pour moi. C'est ça que ça m'a, enfin, j'ai l'impression que devoir être et gérer, être pour soi-même son propre cadre, ça te met face à toutes tes contradictions, toutes, tu vois, tous les trucs à la fois de ta vie perso aussi en fait, ça emmène tout comme ça et ça te met face à ce que t'as pas géré, à ce que tu devrais peut-être mieux regarder en permanence. Et donc, du coup, c'est un outil de développement de soi, en fait, qui est excellent. Vraiment. Vraiment. Je pense, moi, j'ai fait l'expérience de travailler aussi dans des cadres qui étaient déjà préétablis pour moi. Et moi, j'ai souvent eu l'impression, alors pour certaines personnes, c'est très bien et ça leur convient et tant mieux. Mais pour moi, j'avais l'impression de m'endormir dans ce genre de situation-là. De pas être au contact de moi-même. Alors, c'est confortable, mais moi, j'avais besoin d'autre chose et j'aspirais à autre chose. Donc, voilà, c'est ça que ça m'a appris, je pense. Mais j'ai pas envie de glamouriser le truc en disant, ouais, génial, tout le monde peut l'être. Non, non, la vérité, c'est que c'est vraiment super difficile, hein. Enfin, moi, dans mon expérience. Et surtout, enfin, ouais, c'est chaud, hein. Bah écoute, moi ça fait 25 ans bientôt là que j'entreprends. Ouais, Je te rejoins et j'adore ta réponse parce que bah, elle est hyper honnête. Et effectivement, quand on est salarié, on va pas défricher, on va pas regarder tous ces espaces qu'on est ouais, obligé d'aller regarder. Alors parfois on les met sous le tapis, mais très rapidement on est rattrapé par la patte patrouille. Donc il y a quand même, on doit aller regarder toutes les dimensions, quoi, qu'elles soient le rapport à l'argent, le rapport à la légitimité, le rapport à la confiance en soi, le rapport aux autres, le rapport au fait d'aller vendre son service. Enfin, dans toutes les sphères, finalement, on doit aller regarder précisément où on en est et s'ajuster. Et parfois c'est plus que s'ajuster. Et effectivement, je te rejoins pour l'inconfort, voire parfois c'est vraiment douloureux. Et en même temps, bah moi, je peux témoigner après 25 ans que je pense que c'est le meilleur travail, effectivement, de connaissance sur moi que j'ai pu effectuer, alors que par ouais. ailleurs, j'en ai fait beaucoup avec d'autres techniques. Mais merci beaucoup pour ce partage, parce je le trouve très juste. Merci. Est-ce que tu peux alors aller un tout petit peu plus loin justement dans la description des étapes, des grandes lignes de ton aventure professionnelle et entrepreneuriale, puisque voilà, là tu as déjà plusieurs métiers, mais il y a eu une source, il y a eu des origines à ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Ben, je pense que je vais commencer par mes études, peut-être. Oui, très bien. J'en ai pas parlé dans l'intro parce Mhm. que Non, mais t'as eu raison. dit que tu allais nous parce que c'est quand même assez exceptionnel. Tu Non, vas mais nous t'as eu parler. raison parce que, en fait, si je devais me définir par mes études, ce serait très incomplet par rapport à ce que j'ai fait après, donc même carrément incomplet. Mais ouais, non, moi j'ai fait, j'étais plutôt bon élève, donc on m'a dit de faire une prépa, donc j'ai fait une prépa HEC. J'ai intégré HEC après 2 ans de prépa. Donc c'est une école prestigieuse, voilà. Mais sauf que moi j'ai pas du tout aimé mon expérience là-bas. Euh, donc voilà, j'ai trouvé ça assez horrible en fait même. Et vraiment, que ce soit de la qualité de l'enseignement voilà, je le dis, jusqu'aux personnes que j'ai rencontrées. Alors, je me suis fait des amis chers là-bas, mais la plupart des gens qui étaient, c'est vraiment une erreur de casting. J'aurais pas dû être là. Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti dès les premiers instants là-bas. C'est Wow. une fois passé l'euphorie d'avoir atteint un objectif prestigieux.
très prestigieux, et ben en fait, tout s'est un peu effondré comme un château de cartes, et donc ça a été un peu une désillusion énorme pour moi, vraiment. Tu sais, on nous disait souvent, ouais, une fois que vous allez atteindre ces écoles-là, vous faites partie de l'élite et tout. Vraiment, c'était le discours qu'il y avait, hein. Et en fait, je me suis rendu compte que non, que c'était que le début, en fait, d'une carrière qui, moi, de potentiel de carrière, en tout cas, qui, moi, ne me plaisait pas du tout. Et je me suis dit, ok, j'ai fait tout ça pour arriver au début de quelque chose, en fait, qui n'est pas moi du tout, quoi. Tu vois? Et ça a été vraiment hyper violent, en fait. Dire, toutes ces études, tous ces sacrifices, etc., parce que c'est quand même pas la prépa, c'est dur. Et puis tout cet investissement mental, tu vois, et de vie aussi, d'énergie vitale, pour arriver, en fait, non pas à la fin de quelque chose, comme on nous l'avait vendu, mais arriver au début, en fait, d'un parcours qui est complètement à l'ouest de ce que moi je voulais, quoi. Donc ça a été à la fois très difficile, parce que ouais, franchement, j'ai fait une grosse dépression à ce moment-là, et en même temps fondateur, parce que ça m'a consolidé aussi dans le fait que je voulais pas de ça. Voilà. Alors, pour autant, je suis devenu entrepreneur derrière, tu vois. Donc, mais plus solopreneur, en fait, tu vois. D'un côté plus indépendant. Peut-être moins. Enfin, ça, on nous formait pas du tout à ça à HEC, tu vois. Enfin, mais donc voilà. Et donc, j'ai pas du tout aimé mes études. Parce que j'ai pas aimé, je me suis mis à faire de la musique à ce moment-là. Moi, je viens d'une famille d'artistes. Donc, je me suis reconnecté un peu à ces racines-là. Et je me suis mis à apprendre la production en autodidacte pendant ces années. Et c'est devenu une passion pour moi. Et ça m'a permis de faire de la musique d'illustration par derrière, de commencer ça. Et assez tôt, finalement. Et donc, ouais, j'ai sorti pas mal d'albums. Au moment où je suis sorti d'HEC, j'ai commencé à faire de la musique professionnellement, on va dire. Et voilà. Donc, c'était pas suffisant pour en vivre à ce moment-là, mais ça l'est toujours pas à 100% d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est quand même une partie de mes revenus non négligeable. Et donc, en sortant d'école, j'ai pris un boulot en tant que marchand d'art, enfin assistant d'un marchand d'art, bras droit plutôt. Voilà, j'ai travaillé en freelance pendant plusieurs années, tout en continuant à faire de la musique. Et j'ai toujours eu cette passion pour la psychologie aussi, la philosophie, la relation. C'était un des choix de carrière que j'aurais pu faire au moment de choisir ce que j'allais faire après le bac. J'envisageais d'être psychologue ou psychiatre, voilà, c'était un peu un de mes objectifs aussi, mais je l'ai pas fait. Et donc j'ai commencé à faire des formations à ce moment-là. J'ai quitté mon boulot avec le marchand d'art et j'ai lancé dans la foulée la voie du couple, du coup. Et puis voilà. Et donc je suis devenu thérapeute au gré de mes formations. Mon exposition grâce à la voie du couple m'a permis de trouver des personnes qui étaient intéressées par mon approche. Et donc aujourd'hui, je joue sur ces deux cadres, comme je disais. Je continue à faire de la musique, la moitié de ma semaine, et l'autre moitié de ma semaine, je la consacre à la thérapie et au coaching en mineur. Je dirais 30-70% entre les deux, entre le coaching, entre la thérapie et le coaching. Et ça, c'est la première moitié. Donc la deuxième moitié, c'est la musique d'illustration. Et voilà comment je construis mes semaines voilà, depuis 2-3 ans maintenant. Voilà. Ouais, donc un parcours qui était douloureux, mais qui t'a permis d'arriver directement là où où il y avait vraiment ça jaillit, quoi. L'énergie jaillit. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, tu as une personnalité assez détonnante pour un entrepreneur homme. Alors, je cherche pas à cliver ou à stéréotyper, hein, mais mais ta t'as raison. nature douce, assumée, nous montre, en tout cas moi, elle me montre que l'on peut entreprendre autrement. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette singularité? Oh, tu dis doux, alors peut-être, c'est gentil Moi, j'aime bien ce mot en fait, parce que c'est vrai que je l'ai utilisé pour me qualifier aussi. Et, j'aime bien ça. Je trouve qu'on manque peut-être beaucoup de douceur dans notre époque, dans ce monde. Et c'est une qualité qui me parle. Et c'est vrai que c'est pas une qualité qu'on associe spontanément à l'entrepreneuriat, tu vois. Et surtout pas masculin. Non, 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 c'est vrai. C'est vrai. Parce que je pense qu'aussi, tu vois, il y a aussi
le terme entrepreneur, je le trouve bien, mais je trouve qu'il renvoie malheureusement aussi dans l'imaginaire collectif à la construction d'un empire, tu vois, un truc très de domination en fait. Mhm. C'est ça. Mhm. Et tu vois, d'ailleurs, je voyais un truc de Lena Situation récemment qui associait l'entrepreneuriat avec le fait de créer un empire. Tu sais, tout cette espèce Ouais. d'imaginaire très américain Ouais. de domination par l'entrepreneuriat. Et en fait, moi, j'aime bien voir peut-être l'entrepreneuriat non pas comme une entreprise de domination, ou en tout cas un projet finalement d'empire, tu vois, mais comme un moyen au service du développement de l'humain aussi, tu vois. Euh, J'aimerais bien, ouais, ça me plaît de le redéfinir de cette manière-là. Et je trouve que c'est assez rare qu'on en parle comme ça. Hein, très souvent, c'est derrière le discours, c'est truc un peu souvent d'ailleurs très hyper viriliste, très culpabilisant, très tourné vers l'action uniquement, violent en fait finalement dans ce que ça véhicule. Voilà, et ça me parle pas moi personnellement. Voilà. Mais entreprendre avec douceur, c'est pas évident non plus parce que je pense que c'est tellement survalidé partout que l'énergie d'initiative et d'action c'est le truc important, que quand tu as envie d'incarner autre chose, quand tu as envie de vendre mais avec douceur et de pas précipiter les choses, etc., ben oui, tu te fermes des portes, je pense, par rapport à ce qui est possible d'atteindre et par rapport à ce qu'on te fait miroiter sur les réseaux sociaux partout. Mais en fait, c'est pas parce qu'il y a des portes extérieures qui sont fermées qu'il y a pas des portes intérieures qui s'ouvrent, tu vois. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, je pense. Euh, et ça veut pas dire non plus que tu peux pas en vivre en étant dans cette posture-là. C'est juste que c'est pas les mêmes objectifs, je pense. Et après, je sais pas, ça se trouve, toi, t'as une autre expérience du truc, mais moi, c'est comme ça que je le vis, en tout cas. Il y a des portes qui se ferment, je pense, parce que on me fait miroiter que je pourrais avoir des offres de coaching à 3000 balles avec ce que je fais, etc. Et que moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'un accompagnement qui soit profondément humain, relationnel, et que ça implique des contraintes, tu vois, mais que en fait, je les accepte ces contraintes et que elles me permettent d'être aligné avec ce que j'ai envie de véhiculer et avec qui je suis et que en fait, ça me convient moi, tu vois. Et voilà. Et donc, ouais. Et ça, c'est pas une facette qu'on montre peut-être souvent. On montre. Enfin voilà, je sais pas si t'es aligné avec ça, mais en tout cas, c'est un peu ma vision du truc, tu vois. Moi, tu vois, je fais vraiment la distinction entre le pouvoir et la puissance. Et dans l'exemple que tu partages de Lena Situation, Ouais. de cette construction d'empire, on est vraiment dans le pouvoir. Et pour moi, le pouvoir ne m'intéresse pas. J'ai pas du tout envie d'avoir le pouvoir. En revanche, la puissance m'intéresse. Et la puissance de qui je suis, la puissance de ma créativité, la puissance de mon intuition, ça m'intéresse. Et de la mettre au service des autres, alors là, oui, complètement un grand oui. Et tu vois, la semaine dernière, m'est venue l'expression l'intensité de la douceur. Et en fait, j'adore cette Mhm. idée d'avoir une douceur intense. Parce que quand on va chercher du pouvoir, quand on va chercher à bâtir un empire, etc., on cherche de l'intensité. On la cherche dans la performance, dans l'action, dans la valorisation. Et moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. Et j'ai cherché longtemps de l'intensité, mais je la posais pas forcément au bon endroit. Et depuis plusieurs années maintenant, je la place vraiment dans la douceur, dans la profondeur, dans le lien, tu vois. Et c'est là que je m'y retrouve. En tout cas, moi, c'est ma manière d'entreprendre. C'est d'avoir de l'intensité dans le lien, dans la connexion, dans le cœur, dans la douceur et dans la contribution qui va naître par conséquent. Du coup, là, ça m'intéresse, je trouve ça intéressant. Le pouvoir, du coup, tu le mettrais du côté de quoi? De la domination sur les autres Ouais, ouais. et la puissance dans le rapport à soi. Alors, Oui, c'est dans ça? le rapport à soi, puis dans le rapport à ce qu'on peut déclencher, initier chez l'autre malgré soi. C'est-à-dire que tu vois, enfin moi j'estime que mes accompagnements sont puissants dans le sens où ils sont transformateurs. Ils vont créer des prises de conscience, ils vont initier des choses chez l'autre, semer des graines, leur donner des autorisations à être ou à faire des choses qu'ils n'auraient jamais été ou faites seuls. Et ça, pour moi, c'est la puissance parce qu'en fait, elle vient du cœur, tu vois. Alors que le Hmm. pouvoir, il est souvent dirigé par l'ego,
par des critères qu'on a listés, par des choses qu'on veut atteindre. Moi, je cherche rien à atteindre à part me sentir en joie quand j'accompagne les gens que j'accompagne, me sentir heureuse de rencontrer des nouvelles personnes. Enfin, tu vois, là, le moment qu'on passe ensemble, il est déjà délicieux. Ben moi, c'est bon, quoi. Ma journée, elle est faite, en fait. Je peux aller dormir après, quoi. Et en fait, il y a que ça, moi, qui m'intéresse, c'est cette puissance du lien, cette puissance de la connexion, cette puissance de la co-création. Et ça n'a rien à voir avec le pouvoir, où dans le pouvoir, tu vas essayer de mettre des choses, de travestir des choses pour avoir, pour atteindre quelque chose. Et dans la puissance... Le contrôle, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Dans la puissance où on cherche pas à atteindre, en fait, ça se fait ou ça se fait pas. Il y a des moments, il y a rien de puissant. Moi, il y a des moments, j'arrive pas à me connecter aux gens. Bah, je suis juste pas avec les bonnes personnes. Et il y a des gens à qui j'ai dit, bah, je ne vous accompagnerai pas parce que juste, je le sentais pas. Et je cherche rien, je cherche pas à vendre du coup, parce que je me dis, bah non, je suis pas la bonne personne pour cette demande et ça va pas coller. Donc, je préfère ne pas y aller, tu vois. Ah, c'est intéressant, c'est très intéressant. Bah, c'est marrant parce qu'hier je disais un truc sur un mystique indien qui parlait exactement de ça, c'est quoi l'action désintéressée ou l'action, tu vois, bah, c'est l'action qui cherche pas à atteindre les objets autour de soi ou les autres comme des moyens, tu vois, c'est où il y a pas cette espèce d'instrumentalisation de l'autre pour atteindre un but, quoi. Exactement. Et que en fait ça se joue dans la gratuité pure de l'instant et alors lui ça va plus loin parce que c'est de la mystique indienne, donc là je suis en train de le traduire dans des termes qui sont des termes compréhensibles pour chacun en Europe, mais lui il parle du soi et d'être agi et non pas d'agir. Et enfin donc ça va un peu loin, ça parle de mystique, mais je fais le parallèle avec ça parce que je trouve ça très juste, le truc de le parallèle que tu fais entre pouvoir et puissance, parce que enfin plutôt la distinction, parce que c'est vraiment ça, quoi. Pouvoir, c'est instrumentaliser les autres et pour atteindre un but par le contrôle. Et les objectiver aussi, hein. Ouais, tout à fait. Alors que sinon, on est d'un sujet à un sujet, on se connecte de cœur à cœur, C'est ça. et là, on commence à faire des choses ensemble, en fait. Ouais. Mais avec une autre matière première qui va être l'amour, l'écoute, le partage, l'énergie, la créativité. Enfin, en fait, on n'est pas au même endroit dans la rencontre, et donc on va pas être au même endroit dans ce qu'on va créer. Mais d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'on crée. Et moi, tu vois, quand j'accompagne des gens, je leur dis, on part à l'aventure. Je ne sais pas où on va. Enfin, j'ai les grandes lignes, mais moi, comment va se dérouler l'accompagnement, j'en sais rien. Ça dépend de ce qui va se jouer entre mon client et moi dans le cœur. Et c'est pour ça que si je sens qu'il n'y a pas de cœur et que je ne vais pas pouvoir me connecter au niveau du cœur à la personne, ben je n'y vais pas parce que je ne vais avoir aucune utilité dans cette connexion et dans cette collaboration. Alors, tu vois, je comprends cette sélection là des personnes avec qui tu bosses. Je comprends complètement. Et juste avant ça, tu parlais de tu disais que c'était de cœur à cœur que ça se faisait, dans le lien, et que tu savais pas exactement ce qui allait émerger, et qu'il y avait quelque chose qui se crée dans le présent. Ouais, c'est un peu comme ça que je définirais aussi ma pratique en tant que thérapeute, hein. Bah oui. Alors, il y a un cadre théorique, bien sûr, qui est celui de la Gestalt, qui est assez rigoureux, mais justement, c'est un cadre qui est suffisamment ample aussi qui est surtout focus sur ce qui se passe dans l'instant, dans le moment présent de la rencontre. Pas dans le fait de trouver des solutions extérieures à des problèmes psychologiques en faisant référence à un savoir scientifique comme en TCC ou ces choses-là. Là, en Gestalt, on se focus vraiment sur ce qui se joue dans le présent, donc dans le corps, maintenant. On va pas... le récit de la personne est intéressant, mais c'est surtout qu'est-ce qui se passe quand tu me parles de ce problème-là. Qu'est-ce qui se joue dans ton corps, tu vois. Et aussi, qu'est-ce qui se joue dans la relation entre nous. Qu'est-ce qui, dans ce qui se passe là entre toi et moi, trouver ce qui est signifiant à l'intérieur de ça et qui parle des problèmes de la personne aussi. Et sûrement des miens également. Mais ça, je le dis pas à la personne quand je l'accompagne. Mais en fait, parce que souvent... il y a ce truc-là alors je dérive un peu sur l'accompagnement, excuse-moi, mais je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment ça que je fais moi aussi, tu vois. Et en fait,
c'est très puissant. Je trouve d'expérience cette approche-là. Au début, j'y croyais pas quand j'ai commencé à me former. Et en fait, oui, j'étais curieux, mais il y a une partie de moi qui disait ouais, c'est quand même compliqué cette posture. Et en fait, en l'approfondissant, en la testant, en l'expérimentant et en m'épanouissant dedans, en fait, je me rends compte que c'est hyper précieux, quoi, ce qui se passe, en fait. Vraiment. Quand on sort simplement du récit et de résoudre le problème de façon objectivante, en disant ah oui, alors tu devrais faire ça, etc. Et qu'on rentre vraiment dans le lien profondément, et que même parfois je me livre sur ce qui se joue dans le lien, que parfois je prends des risques en disant bah là, je me sens comme ça quand on traverse ce sujet-là, toujours dans l'intérêt de la personne. Hein. Je me livre jamais si c'est pas dans l'intérêt de la personne, mais parfois je prends des risques en disant quelque chose et souvent ça bouleverse la personne, tu vois. Parce que je le fais aussi depuis un endroit de compassion, je pense, et il y a ça aussi dans cette posture-là, c'est une posture qui se fonde sur la compassion, sur l'empathie et la compassion. Et tous ces aspects-là, du coup, donc, quand tu évoquais tes accompagnements, moi ça me parlait aussi parce que c'est vraiment ce que je fais en Gestalt en fait. Ma façon d'accompagner les personnes qui viennent me voir. Donc ça me touche et ça me parle. Ouais, c'est beau. C'est beau et puis on se sent profondément connecté et utile à l'autre. Et finalement, pour moi, on crée cette espèce de grande chaîne avec ces maillons d'entraide et de soutien entre les uns et les autres, en fait. Hein. C'est entre toi et tes patients, c'est entre moi et mes clients, mais enfin, on pourrait... Voilà, ça reste des humains, en fait, avant d'être des patients et des clients. C'est ça qui est beau. Et on peut tous le faire les uns avec les autres, Ouais. même sans avoir de lien de collaboration ou de thérapie. En fait, je pense que quand on est à ce niveau-là, on est loin des conflits, on est loin des guerres et on est loin de mettre de l'huile sur le feu pour aller casser ou prendre des choses à l'autre, quoi. Bref, tout l'inverse de ce qu'on vit en ce moment. Ouais. C'est c'est pas gagné pour autant parce que mon expérience c'est qu'on peut vite retomber dans des rapports de pouvoir aussi sans s'en rendre compte. Ah oui, là il y a une vigilance à avoir sur sa posture. Ouais, et même avec les meilleures intentions du monde, tu vois. Et moi-même je le vois parfois, hein, quand je suis pas en empathie, quand il y a un truc qui m'agace, quand je commence à avoir un projet pour la personne qui n'est pas son projet à elle en fait. Ça c'est des trucs qui me traversent parfois, tu vois. Et j'y fais attention parce que ça, parfois, sans le vouloir, on peut à nouveau être, tu vois, donc c'est pour ça que c'est un travail, ce truc-là. Hein. J'ai l'impression que c'est jamais vraiment acquis. C'est une posture qui, tu vois, c'est comme en méditation, quoi. T'es jamais, il y a toujours des pensées qui te traversent. Il y a toujours et c'est pas mal en soi. Hein. C'est simplement, le travail, c'est justement de réajuster à chaque fois que ça se traverse, que ça te traverse. Donc, j'ai l'impression que c'est ça l'enjeu. Plus que triompher une bonne fois pour toutes de la domination et du pouvoir. J'ai l'impression que c'est un vœu pieux qui peut jamais vraiment 100% arriver, mais que c'est une pratique, une ascèse, une éthique. Oui, c'est une éthique. C'est une éthique et qui demande beaucoup de vigilance et beaucoup d'observation. C'est très juste. C'est peut-être ça qu'on entend quand on dit être attentif au vivant aussi. Hein. Ouais, bah oui, conscient et attentif au vivant, en soi et chez l'autre. Ouais. Et ça, c'est le propre de l'accompagnement, quel qu'il soit, et puis de la relation, hein, quelle qu'elle soit finalement. Et c'est très précieux, mais c'est aussi très exigeant. Ouais, c'est clair. Je reviens sur le business. On a parlé ensemble en amont de prendre le temps de construire son business, de ne pas entrer dans une norme de vente ou un conditionnement pour grossir à tout prix, puisque voilà, je reviens sur l'empire et cette idée que voilà, on peut façonner une grosse machine très vite. On a parlé de privilégier la passion et l'équilibre de vie, quitte à avoir une croissance plus limitée ou en tout cas plus lente. Est-ce que tu sais me dire pourquoi toi tu as choisi cette voie ? Parce que je peux pas faire autrement. Tu vois, c'est pas glorieux, hein, pas au sens, je l'ai décidé. Je pense que je l'ai décidé un petit peu aussi, mais au final, j'ai décidé par la contrainte parce que j'arrive pas très bien à faire autrement. Je pense que je suis trop sensible pour m'infliger la violence, en fait, de ce type de parcours, en fait.
Parce que faire un empire, c'est violent pour les autres, c'est violent pour soi aussi, je pense. Dans la déconnexion que ça implique, dans la déconnexion du rapport humain élémentaire et tu vois, tu construis pas un empire sans guerre, en fait. Il y a aucun empire ne s'est jamais construit sans guerre. Et donc, sans déconnexion du vivant, et donc c'est violent pour les autres, c'est violent pour soi. Donc, moi, je dis pas que j'ai aucune volonté de domination en moi ou de trucs. On est tous traversés par des choses comme ça. Évidemment qu'il y a plein de moments où je me dis que j'aimerais gagner plus d'argent que je n'en gagne. Tu vois, donc oui, je suis au clair là-dessus. Mais disons que j'arrive pas à, à aller trop loin dans la déconnexion de moi et la violence, tu vois, euh, pour justifier de faire tout, tu vois, de construire un empire ou je sais pas quoi, en fait. Je peux pas le faire, en fait. Je peux pas parce que je me heurte très rapidement aux limites de mon corps et de mon esprit et surtout, j'ai pas envie de les outrepasser trop, quoi. Ça m'arrive souvent de les atteindre, mes limites. Je bosse trop, je peux me mettre dans des. Mais en fait, quand je les atteins, je le sens et j'ai pas envie de les outrepasser encore, quoi. Je dis non, non, là, stop, tu vois. Et donc oui, je peux pas faire autrement parce que il y a un truc en moi quand j'atteins cette limite où voilà, je suis à l'écoute de ça et donc j'ai pas envie d'aller au-delà, tu vois. Donc du coup, comme je suis obligé de composer avec ça, donc de facto, ben oui, c'est lent, c'est plus, comment dire, moins glamour entre guillemets, mais c'est plus humain aussi. Donc C'est plus organique. ouais, Tu suis peut-être plus le rythme intrinsèque des choses et de ton entreprise et du développement oui, finalement inné de ton entreprise. oui, c'est vrai, Mm. c'est vrai. Parce que tu vois, moi, je me suis longtemps considérée comme très ambitieuse, très travailleuse. Et j'avais vraiment une dichotomie à l'intérieur de moi, mais ça a duré longtemps, hein. Ça fait pas longtemps Mhm, que j'ai lâché ça. Ça fait peu de temps. Et donc, il y avait cette espèce de dualité entre la femme entrepreneuse, hyper mhm, fonceuse, baroudeuse, aventurière, qui est hyper ambitieuse et qui veut ouais, atteindre des objectifs. Et il y avait la femme qui a besoin de temps, qui a besoin d'avancer en conscience, qui a besoin d'être à l'écoute du corps mhm, et de ce qui se passe dans son environnement pour le faire au bon rythme, qui a besoin de temps pour soi, de profiter, d'aller se ressourcer en bord de mer, de faire des choses, tu vois, qui sont pas cadrées par des horaires ou, tu vois, avec cette forme de liberté très forte où, bah, il est 9h, j'ai envie d'aller à la mer, je vais à la mer, quoi. Voilà, bah, ça. Et en fait, il y avait une dualité, vraiment un conflit assez acéré entre les deux. Et j'ai lâché, mais il y a vraiment genre un an, quoi. mhm, Donc et j'ai lâché et je me suis dit, ok, c'est pas comme ça en fait. Faut arrêter parce qu'en fait, on est tellement conditionné par l'extérieur, par ces modèles de réussite implacables où il faut être à fond et plus encore quand tu es entrepreneur que quand tu es salarié, où il faut que tu t'imposes. Il y a des dictates hyper forts sur le rythme de vie qu'on doit avoir. On devrait démarrer à 5h du mat, finir à minuit. On devrait être voilà, des warriors, etc. Et en fait, je me suis dit non, en fait, c'est pas ça. Ta voie de développement, elle est beaucoup plus liée au vivant, mais au vivant à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi, à l'intérieur de l'autre, et beaucoup plus liée à ce qui se passe naturellement. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de faire des tonnes d'efforts pour attirer un client. J'ai pas besoin de m'épuiser en accompagnant quelqu'un. J'ai pas besoin de me forcer à communiquer. Et donc, en fait, vraiment, je suis revenue à ça, à me dire non, quand c'est pas naturel, quand ça vient pas tout seul, quand c'est pas fluide, c'est pas ok. Et quand tu es derrière l'ordi alors que tu rêves d'être sur la plage, tu fermes l'ordi et tu vas sur la plage. Et quand t'as pas l'inspiration, et ben t'es pas présente au bureau. Tu t'en vas, tu vas marcher, tu fais. Et donc j'en suis là maintenant à travailler 5 heures par jour et à être très souvent dehors ou à faire ce que j'ai envie de faire ou à écouter des podcasts. Et en fait, je me rends compte que toute cette
toutes ces phases-là, alors j'ai un temps infini, hein, mais mes journées, moi, elles font 72 heures. Mais vraiment, hein, c'est délicieux. Et en fait, donc, du coup, toutes ces phases sont des phases de maturation, sont des phases de créativité, sont des phases d'inventivité, de réflexion. Donc, elles sont volatiles, tu vois. Je marche, parce que moi, je marche 50-60 km par semaine. Et je marche beaucoup, beaucoup. Donc, je marche dans la nature, dans la ville, un peu partout. Et en fait, je suis comme ça avec moi-même. C'est génial, j'adore ça. Et quand j'arrive derrière mon ordi, je délivre. Donc là, c'est boum, c'est vraiment tunnel. Et je trace et les tâches sont millimétrées. Je millimètre rien, mais tu vois, en fait, c'est vraiment, ça vient en concentration et hop, et après je referme, c'est fini. Et en fait, j'ai accepté ça et ça se fait beaucoup plus naturellement et c'est beaucoup plus agréable pour moi en termes de confort puisque maintenant je me base vraiment à ce que je ressens dans le corps pour entreprendre. Et c'est souple, c'est doux, c'est fluide, c'est léger. Et là, je me dis, ok, c'est la bonne méthode. Et c'est pas pour autant que je fais pas de chiffres. Et c'est pas pour autant que je produis pas. Bien au contraire, beaucoup plus que quand je me forçais et quand je me matraquais moi-même. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je pense que j'ai pas encore trouvé exactement cet équilibre. Je pense que c'est en partie dû au fait que j'habite en région parisienne et que le coût de la vie, en fait, fait que même aujourd'hui où j'ai un salaire confortable, enfin un salaire en tout cas, que je gagne confortablement ma vie avec mes activités, c'est compliqué. Et je pense que ce truc-là, je l'ai pas encore résolu. C'est-à-dire, j'ai des phases où je me mets encore pas bien parce qu'il faut, tu vois. Ouais. Et où j'atteins ma limite, justement, je t'en parlais tout à l'heure, et où après, ben, là, je suis dans une phase où j'ai atteint ma limite il y a quelques semaines, et où là, tu vois, je me suis remis à méditer, je prends du temps pour moi, j'accueille le truc, et je sens que ça respire à nouveau, tu vois. Donc, quand tu parlais de ces deux facettes en soi, là, ça me parle énormément aussi, vraiment. Bah, de toute façon, ce truc un peu de l'ambitieux, qui a envie d'y arriver, etc., j'aurais pas fait HEC si j'avais pas eu ce truc-là naturellement, tu vois. Donc, ça existe en moi. Ça m'a aussi poussé à entreprendre, à faire des choses, donc c'est bien, mais ça peut devenir destructeur quand il n'y a que ça. Et donc le mode de vie dont tu parles, là, je trouve vraiment, sincèrement, très inspirant, et c'est ce à quoi j'aspire aussi, moi, dans le futur, tu vois. Et donc, si ça implique peut-être de quitter la région parisienne pour aller ailleurs, ben pourquoi pas, en fait. Parce que je pense que l'environnement joue énormément. Tu vois, tu parlais de marcher beaucoup en nature, etc. Alors, ça fait pas tout, parce que tu peux très bien te mettre en burn-out dans n'importe quel environnement, même dans une plage paradisiaque, tu vois, c'est une question de posture intérieure. Mais je pense que le côté systémique et ce qui nous entoure joue aussi beaucoup dans la pression qu'on peut ressentir, etc. C'est vrai que quand on vit dans une ville où tout coûte vraiment à un bras, c'est compliqué. Et puis où tout est stressant et où tout te ramène à la productivité et à il faut, etc., gagner plus. Ben, c'est d'autant plus difficile de garder son axe, tu vois. Donc, ça me parle ce que tu... Et où tu peux pas t'échapper. Parce que, alors moi j'habite à Nantes, donc c'est quand même une très grande ville aussi. Mais j'ai pas encore résolu, et là je le dis honnêtement, j'ai pas encore réglé mon envie de vivre en bord de mer, d'être en pleine nature, dans les éléments, et mon besoin, pour mon travail et aussi pour moi, hein, de me nourrir d'une expo, d'un concert, d'un after-work. Tu vois, ce soir, je co-organise un after-work. Bah, si je suis à 1 heure, c'est pas la même vie, quoi. Ça, je suis toujours en... Je sais pas, il y a un paradoxe toujours qui est très présent en moi. Donc, mais j'ai la chance maintenant que je suis plus... Parce que moi, j'ai vécu longtemps à Paris aussi. Et je vois très bien ce que tu décris. Je l'ai vécu aussi. Là, j'ai quand même l'échappée, tu vois, de me dire... Okay, alors Nantes, déjà, c'est très végétalisé. Tu as quand même beaucoup d'espace où tu peux ne pas avoir le sentiment d'être en ville. Et puis, 40 minutes, tu es à la mer. Et du coup, tu vois, hier, j'avais prévu ma matinée de rendez-vous et je savais que l'après-midi, je ne me planifiais rien parce que je savais qu'il allait faire beau. Moi, à 13h, j'ai décollé, j'ai passé tout l'après-midi, j'ai fait une sieste sur la plage, enfin, tu vois. Et ça, tu peux t'offrir ça quand tu es dans un... Même si tu es dans une grande métropole, quand tu es dans un environnement proche d'espace qui te permet ça. Mais j'ai pas réglé l'histoire de j'ai besoin d'être en nature pour moi dans mon intimité et en même temps j'ai besoin d'être en ville pour continuer à bosser, quoi. Parce que je sais que si je me place dans la nature à 100% du temps, je me déconnecte complètement de cet aspect business et ça va plus marcher pour ma boîte. Ça, je le sais parce que tu vois, j'ai déjà vécu à Paris, vécu à Chartres. Rien qu'en faisant Paris-Chartres, ça a été catastrophique et j'étais en micro-déprime à Chartres parce qu'il se passait rien et qu'en même temps j'étais plus dans le centre
du business. Ouais, je vois. C'est Ouais. difficile quand C'est même. pas facile de trouver cet équilibre. Mm. Après, c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir une activité qui est quand même très digitalisée Mm. pour l'instant. Parce que la musique, je la fais en studio, dans mon home studio. D'ailleurs, on y est là. Enfin, Ouais. j'y suis au moment où je te parle, tu vois. C'est Mm. l'endroit où je reçois virtuellement mes patients et aussi où je crée de la musique. Mm. Et donc, les deux se font en visio pour l'instant. Enfin, en visio ou tu vois, sur ordinateur. Mais je pense que le plan de développement, pour moi, c'est aussi de m'enraciner dans un endroit, d'ouvrir un cabinet là. Ouais. Euh, Oui, physiquement, de rencontrer les gens physiquement. ouais, c'est ça. C'est Mm. ça. Bah, pour l'instant, ça m'a pas gêné dans ma pratique, même de la gestalt, etc. Moi, j'ai un bon. Il y a plein de gens qui aiment pas. Mm. Et moi, c'est vrai que j'aime bien la visio. Je trouve ça, c'est un format qui me convient bien et qui convient bien à mes clients et à mes patients. Donc ça me convient. Mais c'est vrai que euh, je- moi, je ressens ce que tu dis là sur le côté sociabilité, mes amis autour de moi, etc. Et aussi sur ma volonté de m'enraciner à un moment et d'être dans un endroit où il y a quand même un bassin d'activité, où il y a des gens qui peuvent être intéressés par ce que je fais, etc. Donc oui, je te rejoins là-dessus. Mm. Et tu vois, moi, je travaille beaucoup, beaucoup en visio aussi parce que j'ai des clients partout dans la francophonie. Et j'aime pas recevoir les gens, très clairement, parce que je trouve Ok. qu'en fait, l'impact de la séance n'est pas du tout le même et qu'on s'éparpille parce que déjà, on n'est pas en face-face juste avec la case de l'écran, tu vois. Ouais. Par contre, j'adore les connexions professionnelles, Hmm. j'adore rencontrer de nouvelles personnes et j'ai vraiment besoin de ça aussi, moi, pour m'épanouir et pour réseauter, connecter, interconnecter, en parallèle du côté vraiment purement accompagnement. Ça, c'est intéressant. C'est vrai que j'ai un peu moins cette dimension-là. Moi, je suis un peu, j'ai un tempérament plus introverti, casanier, qui fait que je pense que j'ai pas trop de mal à rester un peu dans ma grotte. Mm. Alors si je fais trop ça, ça fait pas du bien, mais disons que j'ai un équilibre qui penche plus vers cette polarité-là. Je comprends. Mais ouais. Bon, alors je continue. Ça va Vas-y. pas du tout durer 1 heure. Hein. Enfin, si t'as le temps, hein, parce que Ouais, bien sûr, j'ai le temps. écoute, j'adore le format, hein, en tout cas, c'est parfait. Tu parles de qualité humaine fondamentale et aussi, toi, le système de valeurs féminin et masculin. Toi, Ouais, tu accompagnes beaucoup de femmes. oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta vision et sur ta posture par rapport justement au système de valeurs féminin-masculin? Qu'est-ce que tu entends par ça? Enfin, j'ai vu passer un de tes posts et je vais pas spoiler, je te laisse en parler, mais comment du coup on peut le traduire aussi dans l'univers de l'entreprise et dans nos postures, nous, en tant que chef d'entreprise? Je parlais dans ce post auquel tu fais référence, je parlais du féminin symbolique et du masculin symbolique. Ouais. Et je dissociais ça du, du féminisme Oui. dans le sens où on l'entend la plupart du temps, c'est-à-dire l'égalité entre les hommes et les femmes. Tu vois, et c'est très bien, évidemment, c'est nécessaire. Mais il y a une dimension, je disais, dont on ne parle pas, c'est aussi le principe d'égalité entre des archétypes, entre des dimensions, qui ne sont pas euh, forcément connectées à une femme ou un homme. C'est-à-dire, là, en l'occurrence, c'est de la dimension féminine et de la dimension masculine, de trouver un équilibre entre les deux. Parce que tu peux envisager un système avec que des femmes, mais qui incarne en fait des archétypes et des dimensions très masculines, qui parlent en permanence de construire des empires, par exemple, comme Lena Situation. Ouais. Et enfin, pas en permanence, hein, j'ai rien contre Lena en particulier, simplement à ce moment-là, elle parlait de ça. Mais tu peux avoir un système où il y a que des femmes, en fait, qui véhiculent des valeurs très masculines, et on n'est pas sorti du problème. Parce qu'en fait, au final, ça fait que recréer des rapports de domination. Et que ce soit une femme ou un homme qui soit à la tête de ces rapports-là, si les rapports sont les mêmes, ben, en fait, c'est pas beaucoup mieux, tu vois. Et donc, et voilà. Et donc, je parlais de ce truc-là pour dire que d'aller vers un équilibre plus grand, peut-être, entre des dimensions plus que entre, enfin, en plus de la dimension d'égalité de fait entre hommes et femmes, tu vois. Ouais. Et donc oui, on peut rejoindre, on peut connecter ce sujet avec l'entrepreneuriat aussi à cet endroit-là, parce que je trouve qu'on aborde beaucoup trop l'entrepreneuriat sous l'angle de
quelque chose d'assez, peut-être un peu violent, presque, en fait. Il faut, truc de se dépasser, discours très américain, motivationnel, en fait, si tu n'y arrives pas, c'est que t'as pas, t'as pas, t'as pas bossé suffisamment, t'as pas été suffisamment malin, t'as pas été la meilleure version de toi-même qui t'aurait permis de dépasser ce blocage, tu vois. Une espèce de truc très volontaire, finalement, et qui est très masculin, en fait. Et dont on a besoin parfois, hein. Et avec beaucoup d'injonctions. Ouais. Beaucoup d'injonctions. Ouais, c'est ça. Et ça veut dire aussi quand on est là-dedans, on se fait vraiment du mal à soi-même. Hein. On se martyrise, on se blesse. C'est dur. Hein. C'est clair. En même temps, alors j'ai envie de toujours nuancer parce que c'est quand même une dimension dont on a besoin. Parce que l'idée de devoir se frustrer un peu parfois pour certaines choses, je pense qu'elle est quand même importante, même d'un point de vue relationnel, tu vois. C'est-à-dire, si on n'est pas prêt à accueillir et à tolérer un certain rapport à la frustration, on peut pas être en relation. Parce que la relation, elle implique forcément des moments de frottement et de traverser des moments de frottement. Et y compris, c'est la même chose dans le boulot. Il y a des moments où il y a des moments de frottement. Je pense, hein, peut-être que tu pourras challenger ça derrière, mais c'est ma vision en tout cas. Mais quand il y a que ça, et là ça devient une grande violence, ouais, effectivement. D'où la notion d'équilibre, c'est-à-dire peut-être d'incarner et de proposer, c'est ce que tu fais peut-être avec ton podcast et avec ta posture, et c'est ce que j'ai envie d'incarner moi aussi, d'incarner un entrepreneuriat qui soit beaucoup plus équilibré entre le masculin et le féminin. Et c'est pour ça que quand je t'entends parler de journées de 5 heures ou de moments où tu t'autorises vraiment à aller à la mer et à te reposer et de le dire sans complexe et avec... et ben moi je trouve ça hyper inspirant en fait, vraiment. Pour moi tu fais ce boulot-là en fait, là, en parlant de ça et en véhiculant ça, tu vois. Donc c'est ça un peu, je pense que ça peut s'appliquer complètement à l'entrepreneuriat en fait. C'est juste de véhiculer une autre image, un autre rapport au truc. Et ça, ouais, c'est important. C'est d'autant plus important aujourd'hui dans le climat actuel. Oui, parce que tu vois, si on devait même résumer et synthétiser en 2 mots, ce serait voilà comment on arrive à combiner l'action et l'intuition. Mmh. Ou plutôt l'intuition et l'action, parce qu'en fait c'est aussi ça, quoi. C'est l'action, bien évidemment, on en a besoin. On a besoin aussi. Il y a des moments où oui, c'est le moment, il faut appeler le client, on va signer le contrat, c'est là, quoi. Tu vas pas attendre 6 mois qu'il ait plus besoin de ton offre. Mais l'intuition, c'est peut-être de se dire pas aujourd'hui, je le sens pas. Je vais l'appeler demain à 9h parce que là, aujourd'hui, non. Il y a un truc qui... Et tu vois, je pense que c'est tout le temps, en fait, de naviguer entre ces 2 dimensions pour avoir des actions justes. J'ai une cliente qui m'a dit ça la semaine dernière. Elle m'a dit, j'ai l'impression que toutes tes actions sont extrêmement justes et donc pertinentes, ou en tout cas qu'elles aboutissent à quelque chose parce qu'elles sont... et c'est vrai que je pense que ça se fait peut-être dans le temps. En tout cas, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, moi, à titre personnel, sur ma posture d'entrepreneuse, sur le fait d'arrêter de m'éparpiller, de diffuser de l'énergie partout, à tout le monde, gratos, ou sans avoir conscience que j'offrais partout. Et du coup, du fait de ramener un cadre et de ramener du discernement sur je fais telle action parce que j'en ai envie, parce que je le sens, et parce que en fait elle est juste pour moi. Mais avant, tu sais, quand tu es très créatif, quand tu as beaucoup d'énergie, que tu as beaucoup à donner, et ben moi j'ai éparpillé, mais c'était foisonnant, tout le monde était là, hein, c'était super, hein, tu pouvais récupérer plein d'infos, des conseils, tout ça c'était offert par la maison, mais du coup c'était totalement délayé, quoi, et j'arrivais pas à structurer un business qui soit bien construit, qui me respecte dans mon intégrité, dans ma créativité, dans qui je suis, et qui porte aussi, tu vois, à des résultats concrets, parce qu'il n'y avait pas cette conscience de lier ces deux énergies. Ouais, c'est très juste. C'est très juste. Je suis en chemin sur ça aussi. Je pense que ça prend du temps de trouver cet équilibre. Beaucoup de temps et beaucoup de connaissances de soi à l'intérieur, où vraiment on va ajuster et réajuster. Enfin, franchement, c'est du millimètre, hein. Ça se fait pas en centimètres.
Mais je suis d'accord avec toi de trouver la clé de tout ça, c'est l'action juste. L'action Mm. juste. C'est l'action qui synthétise le féminin et le masculin, c'est-à-dire la dimension, effectivement, d'agir dans la matière pour accomplir quelque chose, et la dimension féminine d'être mue dans ce mouvement, enfin dans cette action, par un profond alignement C'est ça. et quelque chose de très organique, intuitif et connecté au vivant. Et c'est agir du bon endroit. Parce qu'en fait, moi, je menais des actions. Ben, ça, je peux te dire que mes journées, c'était 20 heures d'action. Mais d'où elles partaient ces actions? Eh ben, pas du bon endroit. Hmm. Et c'est aussi ce que je dis à la plupart de mes clientes et de mes clients qui viennent et qui me disent j'ai un problème de communication. Je leur dis non, t'as pas de problème de communication. En fait, juste tu ne pars pas de la bonne source pour communiquer. Donc moi, je vais te ramener à la bonne source, te montrer d'où tu Mhm. dois regarder, d'où tu prends ta matière première, d'où tu construis ton message, d'où tu choisis tes mots, d'où tu vas choisir les bons visuels pour après aller communiquer le bon message aux bonnes personnes. Et on n'a pas de problème de communication en soi, jamais. Ouais, je C'est vois pas ce que ça. tu veux dire. C'est ce que je fais avec mes clients en coaching aussi, beaucoup. Je les reconnecte à pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font et quel est le but tu vois, on commence toujours par ça. Quelle est leur Mm, cible? Qu'est-ce qu'ils ont envie de véhiculer? Qu'est-ce qui est aligné avec ce qu'ils veulent dire, faire? Et à mm, partir de là, on construit une stratégie. Je mm, suis assez d'accord avec ça. mm. Ouais. Et Mais puis tu parfois, trouves dis-moi, dis-moi. que ce soit les actions ou un message, une Mhm, communication, en fait, c'est l'endroit d'où ça part qui est extrêmement important et on oublie ça dans mhm, tous les domaines, on oublie c'est pour ça que moi je travaille beaucoup sur le positionnement parce qu'en fait et la posture découle du positionnement évidemment. T'as pas la bonne posture si t'es pas positionné au bon endroit. mhm. Euh, Évidemment, que ce soit dans la vie ou dans ton job, dans ton entreprise en fait. Et donc c'est à quel endroit on met le curseur, on place la chose. Mhm. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça C'est pas définit tout. évident, hein, parce que c'est pas évident ce truc-là, parce que c'est vivant et c'est mouvant, ça aussi, hein, j'ai Ouais, l'impression. ça bouge, ça bouge. Mm. Parfois, c'est ça qui est Encore. compliqué aussi, c'est de suivre ce mouvement. Tu vois, tu as commencé Ouais. un truc qui marche, et puis en fait, Mm, c'est plus exactement ton mouvement derrière. Mais donc, comment tu mm, prends le risque de te repositionner? mm. Et d'ajuster Et ça, ou de c'est pas évident. refondre. Tu vois, parce que moi, je travaille que là-dessus, hein, sur l'ajustement du positionnement ou la refonte du positionnement. Parce que parfois, quand t'as pas ajusté au bon moment, bah, il y a eu 3, 4 ajustements que t'as pas fait. Bon, bah après, faut refondre. Mm. Et puis, parfois, tu refonds parce qu'il y a eu un grand bouleversement, une bascule, et du coup, bah, un vrai changement, quoi. Moi, ça a été mon cas, tu vois. Pendant longtemps, ma page Instagram s'appelait la Voix du couple, parce que c'était focus Mm, sur le podcast avec Anna. mm, Et en fait, il y a un moment où j'ai refondu complètement. Ça faisait longtemps que je voulais parler d'autres sujets, etc., et mettre en avant mon activité de thérapeute davantage. mm, Et effectivement, je l'ai fait à un certain moment parce que je l'avais pas fait avant. Et en fait, ça a été peut-être un peu violent de le faire à ce moment-là comme ça. Aujourd'hui, je ne regrette pas parce que c'est ce positionnement-là qui m'a amené les clients que j'ai aujourd'hui et les patients que j'ai aujourd'hui, et j'en suis content. Mais j'ai pas. Là, je suis dans une phase où j'approfondis ce positionnement après l'avoir fait, tu vois, après m'être lassé beaucoup parce que j'avais tenu une barque qui correspondait peut-être plus 100% à ce que je voulais véhiculer. mm. Et donc, je me retrouve dans ce que tu dis. Et là, je suis seulement aujourd'hui en train d'à nouveau recommuniquer, euh, tu vois, sur les sujets qui sont le cœur des sujets de ma cible sur la relation, et aussi de tester autre chose, tu vois, je parle du féminin, etc. Et d'ailleurs, en ce moment, ce qui résonne le plus, c'est des posts qui sont pas liés forcément à l'aspect purement relationnel couple, mais qui sont beaucoup liés à des sujets comme ceux-là. Et c'est Mm. marrant parce que tu vois, les gens me parlent de ça, quoi. Récemment, et c'est marrant parce que j'ai fait 2 posts récemment euh, qui m'ont amené 2 podcasts. Donc il y a, enfin au sens qui m'ont amené à collaborer à 2 podcasts. Ça m'était jamais arrivé avant. Donc le tien. Alors je dis ça, c'est peut-être pas ce post-là en l'occurrence, mais tu m'as parlé du post sur le féminin et le masculin et c'était pas anodin, je pense. Et puis il y en a un autre que j'ai fait sur le narcissisme, et il y a une personne aussi qui m'a contacté pour que je passe dans son live Instagram, qui s'appelle Florence, et qui a un podcast aussi. Et parce que j'avais fait ce post-là. Et c'est des posts qui sont complètement, qui sont pas du tout
dans ce que j'avais l'habitude de faire sur le couple, etc. Et je trouve ça intéressant en fait que ce soit ça que les gens aient retenu de ce que je fais récemment. Et donc voilà, donc ouais, ça me parle ces histoires de repositionnement. Et quand je les ai fait, c'était profondément juste pour moi de parler de ces sujets-là. Et donc l'action juste a un effet juste, j'ai l'impression. Bah oui. Alors moi, je ne t'ai pas contacté par rapport à ce poste, Peut-être pas celui-là. Ouais. mais par rapport à ton repositionnement. En fait, Ok. comme je vous suis depuis longtemps, j'ai bien vu que... alors déjà, moi, ça faisait longtemps déjà que je me disais, c'est plus ajusté. Parce que je le sentais et vous le disiez en plus. Toi, tu le Ouais, disais dans les podcasts c'est que... vrai. enfin, ça se sentait en fait. Moi, j'adore en fait. Je suis plein de gens et je me fais mes petites remarques, mes petits commentaires. Je décrypte, toute la journée, je décrypte en fait les coms des gens et je sais comme je sens l'énergie, je sais où ils en sont. Et on se connaissait pas du tout, on n'avait jamais échangé. Hein. Mais moi, je m'étais fait mes commentaires. D'ailleurs, souvent, j'en parle à mes enfants. Je fais tu sais, la voix du couple, nanana. C'est Et marrant. je sens que il y a Anna qui part vraiment vers la voix, vers le chant, puis lui là il est plutôt dans l'accompagnement. Bon, ok. Alors moi je m'étais dit il va créer un nouveau compte pour dédié à l'accompagnement. Et puis en fait j'attendais un petit peu ça parce que ça fait déjà longtemps que je le sens moi. Ouais, c'est C'est marrant. plus ajusté pour toi. C'est marrant. Ça fait déjà au moins 9 mois voire un an. Ouais, c'est ça. Hein. Avant Bah, ton c'est ça. mariage, bien avant ton mariage. Ah ouais, c'est marrant. Ok. Ouais. Bah, je me permets hein parce que Non, mais t'as raison. Non, mais ton intuition est très juste parce que ça date justement du printemps de l'année dernière, il y a un an, voilà. où on a commencé à se poser vraiment des questions sur ça et où on a ressenti un essoufflement. Donc Ouais. c'est intéressant. Moi, j'ai senti ça à ce moment-là. Ouais. Et donc là, quand c'est arrivé, donc il n'y a pas longtemps, hein, que vous avez assumé ce changement de positionnement, que Anna a dit, bah moi là, c'est vraiment la voix, le coaching vocal, et puis Johan, c'est la thérapie, le coaching, et que toi, tu as vraiment repris possession de ce compte. Je me suis dit, ah voilà. Alors c'est vrai que c'était radical. Mais en même temps, j'ai trouvé que c'était très juste parce que c'était nécessaire. Parce qu'en tout cas, moi, je le sentais. Je sentais que tu avais vraiment besoin de revenir à ça pour t'aligner. Et je trouve que ça passe nickel, en fait. C'est tout à fait... c'est cohérent. Avec ton site internet, c'est parfait. Enfin, tout est... Tu sais, c'est toujours juste. Même si des fois, c'est long. Quand ça descend et que ça se met en place, c'est bam, c'est implacable, en fait. Bah, je te remercie pour ce feedback qui me flatte et qui me fait du bien. Bah, merci beaucoup. Et c'est marrant que tu aies senti ça. Donc, ouais, c'est marrant. Mais oui, effectivement, tu vois, aujourd'hui, voilà, je continue de parler de couple parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais je fais plus que ça. Maintenant, je m'autorise tu vois, à parler d'autres sujets. Et là, je prépare des trucs sur la distraction, sur la capacité de se concentrer, etc. Enfin, voilà, plein de sujets un peu annexes et dont j'ai besoin de parler. Et ouais. Bah parce qu'en fait, c'était ta source, mais j'ai envie de dire, c'était la porte d'entrée de cette aventure, le couple et la voix du couple. Ouais. Et là, tu vois bien que déjà vos chemins se séparent, on va dire, alors Ouais. pas physiquement évidemment, mais dans cet aspect professionnel où chacun assume vraiment sa singularité, sa touche, en fait, sa patte. Et finalement, enfin, pourquoi que le couple? Pourquoi se limiter? Ouais, je suis d'accord. Bah, là, tout est ouvert en fait. Ouais, c'est clair. C'était la porte d'entrée, mais après, tout est ouvert. C'est clair. Et d'ailleurs, alors là, on a plus ou moins répondu à la question que je comptais te poser par rapport au fait que ça t'a... En fait, la voix du couple vous a permis, et ça, c'est vraiment beau parce que le fait que vous ayez œuvré et conçu ça ensemble, ça a fédéré une énergie commune, mais quand même avec chacun votre couleur, puisque c'est ça qui est beau aussi dans votre podcast, c'est que vous avez chacun vraiment votre énergie. Mais je trouve que ça vous a permis dans cette alliance, dans cette union, de vous dissocier l'un de l'autre et de vraiment affirmer votre posture et votre singularité professionnelle. Et du coup, toi, cette fondation-là, commune, t'a permis d'aller vers la gestalt et de devenir thérapeute. C'est quand même hyper beau, quoi. Et Anna, ça lui a permis aussi d'affirmer la voix et le coaching vocal. Merci de souligner ça, c'est vrai, je me l'étais pas formulé de cette manière-là exactement, mais c'est vrai que de le voir rétrospectivement de cette manière-là, je trouve ça hyper touchant de voir ça. Tu vois, on parlait du début de l'entrepreneuriat comme une voie de découverte de soi. Je pense aussi que
le couple est une voie Ah bah oui. Et oui. intense de découverte de soi. Et je pense que ce projet a contribué à déjà nous a fait gagner en compétences et en visibilité, et a contribué effectivement à nous mettre sur notre propre chemin, tout en restant unis tous les deux à travers le podcast où on continue de sortir des épisodes. Mais pareil, on a ajusté ça aussi, hein, maintenant. Oui. Ouais. Et ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Et oui, on n'aurait pas fait ce qu'on a fait sans ce projet en commun. Donc Non, c'est ça qui est super beau. ouais, Ça vous a permis d'affirmer chacun votre posture et votre propre expression dans le duo, qui était peut-être à ce moment-là plus rassurant, plus mhm, confortable, plus soutenant. Et après, hop, chacun peut voler de ses propres ailes ouais. tout en revenant dans le commun à certains moments. C'est ça qui c'est beau, quoi. J'aime bien voir ça de cette manière-là aussi. C'est bien. Ouais, Bon, je passe à un sujet qui est un petit peu plus bien pragmatique. sûr, je t'en prie. On l'a compris, donc tu as 2 métiers, la Ouais. musique et la thérapie. Voilà, moi je me demandais, de manière pragmatique, comment tu orchestres ces 2 activités qui nécessitent des rythmes et des temps différents, ne serait-ce que dans la disponibilité créative ou dans la disponibilité d'accompagnement. C'est pas la même énergie, c'est pas la même C'est clair. disponibilité. Et puis du coup, bah, c'est un cumul d'activités. Donc comment tu harmonises ton chiffre d'affaires? Et puis à terme, est-ce que tu as prévu de lâcher une des 2 activités? Alors c'est une très bonne question. Comment je me suis organisé? Maintenant, lundi, mardi, mercredi, je fais que de la thérapie et du coaching. Ouais, Et jeudi, vendredi, je fais que de la musique. OK. J'arrive pas à faire les deux dans une même journée. Mmh. Ça demande, ça demande. Alors c'est pas tant parce que c'est très différent, parce qu'en fait, je trouve plein de points communs entre la créativité artistique et l'accompagnement, mais ça demande 2 énergies très différentes quand même. Mmh. Et donc, du coup, moi, j'arrive pas à faire les deux dans une même journée. Donc, je segmente ma semaine comme ça. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour l'instant, et je pense que je vais continuer comme ça parce que je peux pas faire autrement. J'ai testé de faire deux fois les deux dans la même journée et ça fonctionne pas. J'ai besoin d'être pleinement disponible pour l'un et pour l'autre quand je le fais. De pas me dire ah ouais, j'ai qu'une demi-journée, ça met dans un état qui est pas que j'aime pas tellement. J'aime bien ce côté de pouvoir me consacrer à ça, même si par ailleurs je fais des pauses au milieu et tout. Juste me dire, ça, c'est la journée dédiée à ça, moi, ça me rassure et ça me cadre. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'aspect organisation du temps. Puis, en fait, je fais de la musique avec un ami aussi, donc on se voit parfois le soir pour faire de la musique ensemble. Et moi, après, le temps que je passe le jeudi et le vendredi, c'est souvent pour faire de la production, c'est-à-dire un travail vraiment solitaire d'alchimiste là derrière mon écran, à empiler les pistes, faire du mix, de l'arrangement, rajouter des choses pour harmoniser le tout et faire que ça sonne bien et que ça sonne beau. Donc voilà. Et en termes de type de revenus, ben, je suis auto-entrepreneur dans la première activité, dans le coaching et la thérapie et le coaching. Voilà. Et dans mon autre activité, je suis payé exclusivement en droit d'auteur et en royalties à la SACEM. Ah oui. Donc, ce qui fait que c'est deux revenus qui n'ont pas du tout les mêmes, enfin, qui n'ont pas le même. Alors, dans les royalties, c'est compté en BNC aussi. Bon, bref, je vais pas rentrer dans ma déclaration d'impôt, mais c'est des revenus qui sont différents, en fait, qui sont différents et qui sont comptabilisés de façon différente. Et donc, du coup, qui ne s'empilent pas au même endroit, dans la même case fiscale. Ce qui est avantageux sur le plan fiscal, tu vois, parce que en entreprise, quand t'empiles les activités, tu passes enfin, tu sais mieux que moi, Des seuils. quand tu passes les seuils, tu vois, et puis t'as la question des charges aussi, et enfin, des différents modèles, et puis toutes les charges sociales, les différents statuts, etc. Enfin, c'est pas évident. Moi, pour l'instant, j'en suis pas dans ces considérations-là, parce que les deux activités se complètent, et, euh, et voilà. Et moi, pour l'instant, je pourrais pas en vivre pleinement en région parisienne, en prenant ça en compte, parce que sinon, oui. Mais je pourrais pas vivre pleinement soit de l'un, soit de l'autre. Donc les deux s'empilent, me font un revenu confortable. Mais voilà. Et c'est pas forcément une situation très que j'ai envie de tenir sur le très long terme. Je pense que je pourrais la tenir quelques années encore.
Mais à terme, j'aspire peut-être à, à rééquilibrer un peu plus en faveur de la thérapie Mm. et de cette activité-là. Et tout ce que ça implique autour, tu vois, faire peut-être plus de conférences, d'ateliers, là, je suis en train de me former à la thérapie de couple, donc rajouter cette corde à mon arc aussi, à mon harpe aussi. Oui. Euh, et, euh, et voilà. Et la musique peut-être avoir un peu plus de temps pour faire de la musique pour moi et pas seulement pour l'illustration, tu vois. Et voilà. Pour l'instant, je reste avec cet équilibre-là. Mais à terme, c'est amené à bouger, je pense aussi. Voilà. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est le côté vivant et mouvant, tu vois. Donc Oui, c'est voilà. évolutif. Ouais. Quelque part, tu actives ce que tu veux activer. Là où tu mets plus d'énergie, plus d'intention, plus de conscience, ça peut plus se développer. Tu vois, si par exemple, tu libères les 2 jours de musique pour créer des conférences, être en présentiel avec des gens, etc., enfin, il va se passer autre chose, en fait. Oui, c'est clair. Mm. Ça réoriente complètement le truc. Je pense que Mm. je suis pas encore prêt pour ça parce que j'ai encore envie d'accomplir des choses musicalement à ce niveau-là, mais qu'un jour ça arrivera. Ouais, je le sens. Je dirais ça aussi. Alors justement, on en a juste un petit peu parlé, mais comment tu intègres ton couple à ton entreprise? Donc bon, évidemment, il y a La Voix du couple, le podcast qui Ouais. était la naissance finalement entrepreneuriale, mais et quelle force ou quelle puissance le fait de te baser sur l'expérience du deux t'a apporté, même si maintenant tu es solo dans ton business? Hmm. C'est pas une cohabitation qui est toujours facile parce que quand tu es entrepreneur, tu peux vite te retrouver avec une charge mentale écrasante et, euh, et du coup, ça grignote du temps sur la vie de couple et l'équilibre à deux. Mm. Donc ça, je l'ai traversé aussi et ça demande des réajustements quand on s'en rend compte. Donc, donc à la fois, c'est pas évident dans ce sens-là et en même temps, je pense la stabilité qu'apporte la vie à deux et l'encouragement mutuel qu'on a, la chance de d'avoir dans notre couple avec Anna, c'est une ressource très importante pour nos activités à cet endroit-là. Et puis la stabilité aussi Émotionnel. émotionnelle, ouais, ça joue beaucoup. Ça joue énormément en fait. Même. Ça joue beaucoup la stabilité émotionnelle, Ouais. vraiment beaucoup. Ça, on en parle assez rarement. Et d'ailleurs, c'est pas dans mes questions, j'avais pas prévu d'en parler, mais ça vient là. Et moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que je suis très, très, très émotionnelle, très émotive. Et quand tu vis solo, que t'as personne au quotidien, en fait, tu vois, qui peut t'apporter ce cadre, un peu alors on va pas déverser tout sur l'autre, hein, c'est pas c'est pas l'objectif, mais c'est cette espèce de ligne de ligne de fond, tu vois, qui te sécurise, qui peut t'apaiser. Je trouve qu'en fait c'est difficile aussi. C'est difficile de gérer cette partie émotionnelle Ouais. parce qu'elle est les émotions, elles sont partout, elles sont dans le boulot, mais pas que. Et du coup, voilà, c'est comment des fois tu te laisses embarquer par ça et t'arrives plus à revenir, alors qu'effectivement quand tu vis avec l'autre assez rapidement il peut te dire hop hop et il te rattrape. Ça se fait naturellement dans l'équilibre du couple, de la Ouais. relation, et ça je trouve que c'est chouette, surtout quand on a finalement la même mission, enfin puisque vous êtes tous les deux entrepreneurs, vous voyez l'autre qui commence à décrocher et à partir dans ses travers, et tu peux le ramener rapidement quoi, et hop, tu le reposes quoi. Ouais, alors je suis d'accord avec toi. Ça a plein d'aspects positifs parce qu'on se comprend profondément dans ça. Et en même temps, comme on traverse aussi un peu les mêmes trucs parfois, Ouais. Quand les deux sont dans le ça, dur. c'est à double tranchant en fait. Parce que tu vois, parfois ce serait aussi bien de se dire, ah bah, l'autre, il est salarié, du coup il a une espèce de stabilité et tu peux te reposer sur ça aussi. Ouais. Mais en même temps, il y a aussi ce truc de, bah là, on se comprend vraiment profondément, tu vois. Et effectivement, je suis d'accord avec toi aussi sur l'aspect du cadre. En fait, la relation, je trouve, pose un cadre sur ça. C'est-à-dire que euh, quand tu pars, enfin, quand je me vois partir un peu trop loin dans la direction de trop de boulot ou de trop de prise de tête, je sens que ça a un impact sur mon couple ça agit comme un signal, tu vois. C'est un garde-fou. Ouais, c'est Mm. un cadre en fait. Mm. Effectivement. Euh, et donc ça, c'est vrai que ça joue.
c'est vrai que ça joue, ouais. Et que c'est un plus. Mm. Mais ça vient avec des challenges aussi, hein. Donc, Ouais, bah oui. ouais. Donc c'est à double tranchant, je dirais, en fait. Mais je regrette, enfin, je suis très heureux comme ça, vraiment. Je pense que ça, euh, ouais. Je pense même que ce que j'étais dire, c'est que je pense que j'aurais pas fait tout ça s'il n'y avait pas eu Anna dans ma vie. Elle m'a vraiment ouvert, même le projet, tu vois, à la base, c'était avec elle que je l'ai fait. Puis elle m'a donné aussi on a construit à deux une base de sécurité aussi qui me sert dans ce que je fais. Parce que je viens pas forcément d'un endroit très sécure, moi, euh, historiquement, tu vois. Et, euh, et en fait, la sécurité que ça m'a apporté d'avoir cette relation stable et nourrissante m'a donné aussi, je pense, le courage et la force nécessaire pour entreprendre. Donc, pour ça, j'ai beaucoup de gratitude. C'est très juste ce que tu dis par rapport à cette sécurité qui est finalement le berceau Mhm. aussi qui nous permet d'entreprendre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui peut-être ne se sentiraient jamais de devenir entrepreneur ou entrepreneuse parce que peut-être aussi qu'elles manquent à l'intérieur d'elles de fondation de sécurité assez suffisamment stable. Et je trouve que quand on n'a pas cette base-là, c'est compliqué quand même aussi de se lancer parce qu'on n'a aucun cadre en fait quand on est Mhm. à son compte. Et il faut créer ses propres cadres qui ne doivent pas devenir des prisons. Et donc, c'est vrai que ce socle de sécurité qu'on peut avoir, soit on l'a eu grâce à son enfance, à la construction, à sa construction personnelle, ou soit qu'on l'a plus tard dans le développement d'une relation qui va justement être hyper stable ou d'autres choses, c'est vraiment nécessaire. Je trouve qu'on ne parle pas assez des prérequis Ouais, ou des enjeux qui vont c'est être clair, posés dans le cadre entrepreneurial. Parce que, enfin, moi, tu vois, je c'est suis partie clair. la fleur au fusil il y a 25 ans parce que je suis sortie de l'école juste après les tours du World Trade et que Ouais. j'ai pas trouvé de job et que j'avais absolument pas prévu d'être entrepreneuse, mais c'était pas un projet. Moi, dans ma tête, j'allais être salariée, avoir mon salaire à la fin du mois. Enfin, j'avais Mhm. rien envisagé. J'ai pas trouvé de job. On m'a proposé des missions en tant qu'indépendante. J'ai pris en fait, j'ai pris là où il y avait du travail parce que pour moi c'était plus douloureux de ne rien faire et de tourner en rond que de créer des choses tout en étant indépendante sans savoir trop comment y prendre. Mais en fait, on ne parle pas de ces prérequis-là, des exigences en fait du cadre entrepreneurial. Enfin, c'est extrêmement difficile, comme tu le disais au début, et moi, j'avais pas du tout capté tous les impacts et ce sur quoi ça jouait dans ma vie, en fait, à tous les niveaux. Ah ouais, non mais ça tu fais bien d'en parler parce que c'est vraiment essentiel, hein. Fou. C'est vendu, mais tu vois, c'est toujours la même chose avec ces trucs de marketing à la con. Ouais. On te vend des trucs, des formations, pour devenir entrepreneur du jour au lendemain, Ouais. et sans, tu vois, on te fait miroiter plein de trucs en agitant et en utilisant l'appareil publicitaire qui flatte le désir. Mm. Et on parle pas des besoins et des prérequis, en fait, tu vois, et de l'enracinement qu'il faut avoir derrière pour ça. Et ça, c'est un vrai problème. Et je l'ai élargi à un problème de société pour moi. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est dans une société du désir, et une société du désir, c'est une société du malheur. Parce qu'une société qui flatte en permanence le désir, autant le désir, on a besoin de cette dimension de désir à plein d'endroits dans notre vie, autant quand elle devient hégémonique et que tout passe, tout le système en fait se fonde sur le marketing et sur la capacité à vendre du rêve et du désir en fait, en tout cas à utiliser le circuit du désir chez les autres pour vendre, Mm. ça peut devenir très dangereux parce que effectivement le désir il est déconnecté par essence de la notion de limite et la notion de limite matérielle en fait. Et tu vois, même d'un point de vue civilisationnel, c'est un problème. Parce qu'en fait, on s'oriente collectivement vers une espèce d'imaginaire de croissance infinie, de vacances aux Bahamas, tu vois, comme étant tu vois,
Et en fait, littéralement, c'est ça qui se passe. C'est parce qu'on a construit cette société sur le désir, en fait, on est illimité. Et parce qu'on est illimité, on détruit le vivant et la planète. Et puis on se détruit soi-même. Bien Parce sûr. que nos ressources, tu vois, les burn-out, c'est quoi? C'est juste parce qu'on a cramé des ressources qu'on n'avait pas. Exactement. Et là, en fait, je pense qu'il faut partir, encore une fois, on part de soi et on fait avec qui on est. On va pas aller inventer des trucs qu'on n'a pas. Alors oui, on peut faire des formations X ou Y pour aller pour apporter des nouvelles, des nouveaux apprentissages, mais c'est pareil, tu vois, cette course à la formation pour moi elle a aucun sens. Et il y a des gens à un moment donné juste arrêtez quoi, arrêtez, faites déjà avec posez sur la table ce que vous avez et faites déjà avec ça. C'est clair. Et regardez bien ce que vous avez en main et à l'intérieur de vous pour voir ce que vous pouvez proposer et jusqu'où vous pouvez aller. C'est tellement essentiel. Tu vois, en parlant, là, je me dis que je vais faire un reel sur ça parce que Ouais. parce que ça me semble essentiel, en fait. C'est la base. Mais c'est la base pour tout parce que tu vois, enfin ça marche pour tout, ça marche pour les jeunes avec leur Parcoursup et ce qu'on pourrait leur vendre je sais pas où. Toi ça a marché pour toi pour HEC. Ouais, mais les gars, j'ai peut-être les capacités, mais est-ce que j'ai l'envie? Et est-ce que j'ai la foi pour ça, tu vois? Parce que il y a ça, il y a, tu vois, moi je connais des gens qui se lancent pas dans l'entrepreneuriat parce que ils auraient les capacités, mais ils ont pas l'envie, ils n'ont pas la foi. Et si t'as pas les trois, ça marche pas en fait. C'est Donc, clair. je pense qu'il faut quand même être très au clair avec soi-même. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens arriver en 2020, là, tout le monde a voulu lâcher son poste. Et ça m'a beaucoup amusée et en même temps, j'en ai fait mon business. Donc, je crache pas du tout dans la soupe. Moi, j'ai vu plein de gens débouler, être au chômage sur 24 mois et se dire youpi, là, c'est génial. Et franchement, comme j'ai beaucoup d'intuition et que j'ai aussi beaucoup d'expérience, il y a beaucoup de gens où je me suis dit, toi, tu vas pas tenir 2 ans. Et toi, et en fait, il y a même des personnes à qui j'ai dit, tu sais, ton projet, il est pas assez solide. Moi, je t'accompagne pas. Ouais. Parce que j'ai pas envie de mettre les gens dans la sauce et parce que Je l'ai fait aussi. tu vois, c'est pas cohérent en fait. Parce qu'il y a des personnes qui ont fait 25 ans de salariat. Les gars, si vous arrivez là, faut vraiment déjà avoir un peu connaissance de ce qui vous attend. Parce que ça va plus être la même vie, hein. Mais Non. à tout niveau, ça va. C'est clair. Est-ce Tu que vois, vous moi, êtes... non, mais je suis totalement aligné avec ce que tu dis. Et moi, je pense que j'ai réussi à le faire aussi, ce truc-là, parce que il y a une culture familiale dans l'entrepreneuriat. Mon grand-père était entrepreneur. Mon père, il est artiste, mais donc du coup, il a géré son truc comme un entrepreneur, en fait, comme un indépendant. Et donc, je l'ai toujours vu là-dedans. Et donc, je sais ce que ça implique comme galère et comme, ouais, et comme sacrifice et aussi comme bon côté, tu vois. Et donc ça joue énormément, je pense. Alors, le côté familial, le côté aussi d'expérience personnelle de ça, je pense que ça joue beaucoup, 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 tu vois. Et je sais que par exemple, pour Anna, ça a été plus difficile parce qu'elle vient pas d'une famille il y a que des salariés et des fonctionnaires, tu vois, dans sa famille. Donc, c'est pas le même rapport au truc. Donc, elle, tu vois, pendant longtemps, elle me disait, alors je sais pas si elle aimerait qu'on en parle, tu vois, mais peut-être avec toi. mais ouais, c'est ça. Mais en gros, c'est peut-être moins évident et donc ça demande plus pour elle, peut-être un peu plus de transition, etc. Et elle l'a compris aujourd'hui, elle l'incarne et du coup, elle le fait étape par étape et je pense que ça lui réussit pour cette raison-là. Mais c'est hyper important, ce truc de background et de fondation. Vraiment. T'as pas de base de données. Moi, il n'y a aucun entrepreneur, mais alors jamais, il n'y en a jamais eu. En fait, j'ai aucune base de données, tu vois. Ouais. Je pars de rien. Alors que je vois mes enfants qui baignent, pour moi, c'est des collaborateurs depuis leur naissance. Ils ont 17 et 19 ans, c'est vraiment mes collaborateurs. Je peux les embaucher, mais déjà depuis 10 ans. Ils sont excellents, ils ont tout compris, ils captent tout, ils savent, ils connaissent tout le process de ma boîte, ils savent mon chiffre d'affaires, ils connaissent tout en fait. Et eux, déjà naturellement, de par ce bain, même si leur papa est salarié par ailleurs, ils sont en infusion, tu vois, ils sont dans ce bain. Je pense que mon fils ne sera jamais entrepreneur parce que c'est pas dans sa nature. Mais il a quand même ce bain-là, donc il a toutes ses logiques, ses mécaniques, tu vois, parce qu'il a capté les trucs, puis c'est inné maintenant chez lui. Ma fille, qui elle a beaucoup plus le profil, entre guillemets, elle pourrait y aller et en fait, elle a déjà un bagage qui est fou, quoi. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça joue beaucoup.
Et moi, je me suis retrouvé aussi dans la situation de dire non à des gens parce que je sentais pas, quoi. Je sentais que c'était pas. Voilà. C'est pas évident de dire non à quelqu'un pour ça, quand on sent que. Mais je pense qu'il faut se fier à ça parce quand t'as baigné là-dedans et que ça fait longtemps que t'es là-dedans, etc., tu sens très vite, hein. Enfin, Oui. Puis on est là pour le conseil. On peut ouais. pas. Tu vois, moi, j'avais aussi envie de te poser cette question sur le fait que c'est super important de baser son business aussi sur l'intégrité et sur la loyauté, mais Mhm. que au quotidien, c'est pas toujours facile à tenir. Parce qu'effectivement, on a envie de vendre, on veut faire du chiffre, on veut bosser, mais il y a des moments où tu dis bah non, en fait, le projet, il n'est pas juste. Donc, non, ce sera non. Voilà, ça, c'est dans la lignée de ce qu'on vient de se partager, mais Ouais. super important. Peut-être pour bientôt conclure, est-ce que tu dirais que ce sont la patience et la passion qui t'ont mené jusqu'ici? Sur quelle valeur personnelle t'as construit ton business? Patience, je dirais pas ça, parce que je me considérerais. J'apprends à être patient, mais par la force des choses, c'est pas un truc qui est préexistant, hein. Moi, Ok. je suis pas forcément très patient de base. Donc non. La passion, oui, ça oui. Mais la passion, je crois que j'aime pas trop ce terme. Mhm. J'entends un peu trop les gens parler de passion, métier passion. Moi, je veux faire ce qui me passionne, etc. Ouais. J'ai un peu de recul par rapport à ça, parce que déjà le terme passion, étymologiquement, il est très relié à quelque chose de très passif finalement Hmm. Et de alors contemplatif peut-être. non, non, mais c'est plus, tu vois, il est utilisé, je pense, à Spinoza avec les passions tristes. Hmm. L'idée de passion triste, par exemple, qui est plus proche du sens étymologique du mot passion, qui, je crois, est relié à pathos, hein. Ah ouais, ok. Bon, alors non, alors c'est pas ça. Tu vois? Non, mais non, 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 mais après, après, il y a l'usage. L'usage qu'on fait du mot passion aujourd'hui, c'est qui fait ce qu'on fait, et j'adore ce que je fais, et j'y pense tout le temps, et c'est trop bien, tu vois. Donc ça, cette dimension-là, je comprends. Mais simplement, je déconstruis un peu ça parce que une passion, quand ça devient un métier, je pense que ça, ben, C'est c'est moins une plus, passion. c'est plus une passion, du coup, parce que c'est un métier, tu vois. C'est clair. Et que du coup, ben, forcément, t'intègres à l'intérieur de la passion des dimensions qui sont des dimensions, ben, fiscales, d'organisation de l'emploi du temps, Moins sexy, c'est beaucoup moins fun qu'une passion. d'adminis- d'administratif, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je me méfie un peu de ce truc, parce que là aussi, c'est souvent un truc pour vendre du rêve, tu vois. Bon, ouais, mais tu vas faire ta passion, ça va être génial et tout. Ben, C'est vrai. ça peut. Je comprends qu'on parle de ça. La passion, c'est aussi un aspect qui est important. Ça fait que on, c'est ça qui nous meut, tu vois. Et je suis d'accord avec toi. Moi, si j'étais pas passionné un minimum par ce que je fais, je le ferais pas. Mais je me mets en garde aussi contre ce mot parce que je trouve que on l'utilise peut-être parfois pour vendre du rêve et masquer une partie de la réalité. C'est vrai. Mais alors, ce qui m'a fait tenir, c'est pas évident de répondre à ça. Mais c'est pas la passion, parce que j'essaie de trouver un terme qui rende compte de pourquoi je fais ce que je fais et pourquoi je continue à le faire et pourquoi je vais continuer à le faire. Est-ce que c'est pas l'envie? Ça joue aussi, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a la croyance aussi, peut-être. Enfin, au sens système de croyance. Hmm. Moi, je suis quelqu'un qui est très orienté par. Je suis très orienté par mon système de croyance. Mes activités sont plus que compatibles, elles sont le véhicule de mon système de croyance. Ouais, ça ouais, carrément, je te rejoins. Donc c'est ça qui me fait, paradoxalement, c'est ça qui me fait tenir. Mais parfois, c'est un peu compliqué parce que tu as parlé d'envie, et c'est important aussi de s'orienter par envie. Parfois, être uniquement orienté par son système de croyance, on peut bypasser du coup le corps et l'envie, tu vois. Donc je dirais que c'est un équilibre à trouver entre un truc qui est compatible avec le système de croyance et un truc qui est compatible avec notre matérialité d'être humain et notre envie, notre besoin, tu vois, Ouais, qui on est. la joie, le plaisir aussi. Parce Voilà, que exactement. le système de croyance, ça peut être un peu lent, un peu long et puis un peu pas très fun, quoi. C'est clair. Hmm. C'est clair. Hmm.
Je pense au fait parce que moi, je suis à l'univers de porter sa croix, tu vois. Genre, Mm. si t'es mu uniquement par un système de croyance, il y a quelque chose de beau dans ce que tu fais, mais tu portes ta croix aussi peut-être. Ouais. Moi, c'est peut-être mon problème parfois à cet endroit-là. Donc, l'idée de rééquilibrer en faveur du plaisir et de l'envie, en fait, de la spontanéité humaine. Ouais, c'est ça, de cette impulsion, de cette Ouais, envie, de ce fun aussi, quoi. ouais, C'est tout à fait, tout à fait. comment mettre du fun. Et tu sais, je crois que c'est Franck Lobvé qui dit que Ouais, une passion, parfois, doit rester une passion. ouais. J'ai vu cette vidéo récemment. J'adore Franck Lobet et Je trouve ça très ouais, juste, parce que effectivement, quand tu rajoutes toutes les tartines de contraintes sur une passion, ça te démolit complètement ouais, la passion. ouais, 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 c'est clair, c'est vrai. c'est clair. Est-ce que tu sens une nouvelle étape arriver là? Comment tu vois la suite pour toi? Donc bon, j'ai compris que pendant les quelques années qui viennent, ça va peut-être rester. Enfin, tu n'as pas de boule de cristal, mais tu vas. Je pense la thérapie de couple déjà. Ouais. Là, la reprise de ma communication sur les réseaux sociaux. Mm. Euh, ouais, tout ça joue. Mm. Et tu vois, notre échange m'a inspiré là. J'ai quelques idées de contenu à faire. Et donc, tous ces aspects-là. Donc, comment je vois l'avenir là, c'est de continuer à faire. Continuer, je pense, à communiquer sur le couple, mais à inclure dans ma communication autre chose et lancer de la thérapie de couple. Voilà, c'est un peu les grands chamboulements là des prochaines des prochains mois, années. Voilà. Mm. Génial. Et pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter ou un conseil que tu aimerais donner à des personnes qui veulent se lancer ou qui sont déjà plus avancées Non, non, je pense qu'on a. Non, j'ai pas de conseils comme ça ex nihilo à donner. Non, je dirais que non, on a abordé plein de sujets. Je pense que l'échange était très riche et voilà. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup pour cette invitation parce que c'était vraiment très nourrissant pour moi, sincèrement. Et voilà. Et je ressors avec des idées, des choses que j'ai envie de faire et de continuer d'accomplir. Donc, je te remercie beaucoup pour ce moment et pour ton énergie. Voilà. Merci Merci. Sabine. Écoute, c'est l'intuition, hein. Ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, oh, mais oui, mais ce serait génial. Mais oui, mais pourquoi pas? Donc c'est chouette. Et puis tu as dit oui, donc c'était super. Est-ce que, alors c'est pas une question préparée, peut-être que tu me répondras plus tard. Est-ce que tu peux me dire qui tu aimerais entendre sur ce podcast? Est-ce que tu penses à quelqu'un? Alors, écoute, maintenant homme ou femme. Après, je vais pas faire beaucoup d'épisodes avec des hommes, mais une personne inspirante, entrepreneuse que je pourrais interviewer. Tu peux me Euh, répondre plus tard, hein. ouais, j'y réfléchis. Euh, J'avais donné, c'est marrant parce que j'ai donné deux comptes et il y en a un dont je me souviens plus. Donc un où c'était un homme, parce qu'on m'a posé la même question. Euh, Bah, je pense il y a ma femme déjà, que je Ouais, trouve c'est inspirante et voilà. Mais bon, ouais, et à qui je pense d'autres, des femmes qui m'inspirent. Il y a Marion Tellier qui parle de couple sur Instagram que j'aime bien. Je trouve qu'elle a une énergie très douce et il y a aussi Élodie Leclerc. Élodie Leclerc, c'est génial aussi. ok. Elle, 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 elle est entrepreneuse et elle est formatrice en mouvement libre et elle a un rapport à ça qui est super beau. Ah, génial. Élodie Leclerc, c'est vraiment génial ce qu'elle fait. Ah, trop Et je bien. crois qu'elle a envie, etc. Elle est très inspirante. Trop bien. Merci. Ouais, Bah, ouais, c'est deux personnes à qui je pense et qui incarnent une façon d'entreprendre que je trouve très inspirante. Donc, ouais, voyante, quoi. ouais, ouais. Bon, bah, super. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Johan? Ben, sur mes réseaux, sur Instagram notamment, surtout, Johan Guez, Y-O-A-2-N-G-U-E-Z, voilà, parce que ça s'écrit Hmm. pas forcément comme on le penserait. Et voilà. Et aussi avec mon podcast en ligne sur toutes les plateformes d'écoute, ça s'appelle La Voix du Couple. Hmm. Sur YouTube aussi, où on peut me retrouver, pareil, Johan Guez, où il y a aussi des podcasts. Voilà, c'est à peu près tout pour. Et puis il y a aussi mon site internet, et voilà.
Donc c'est les endroits où vous pouvez me retrouver en ligne. Bon, Voilà. génial. Je te remercie sincèrement pour le moment que tu as consacré à Flamboyante et puis pour notre échange à bâton rompu. Oui. Merci beaucoup. C'était Merci à toi. très très bon moment. Merci. Ouais, partagez. À bientôt. À bientôt. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!